Il naît dans la lumière blanche des néons, mais aucun bras ne l'attend. L'air est glacé, l'espace immense, le monde étranger. Ce qui devrait être une étreinte devient un examen. Des mains gantées, une couverture, puis le vide. L'enfant ne le sait pas encore, mais il vient d'apprendre sa première leçon. La chaleur ne se mérite pas, elle se gagne, et certains naissent déjà exclus du droit d'être tenus. Le premier froid ne vient pas de la température, il vient du silence autour du cœur. Les biologistes de l'attachement l'ont démontré. Sans contact physique, le cerveau de l'enfant active la même zone que lors d'une douleur physique. L'absence de peau devient blessure. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurochimie. Le toucher libère l'ocytocine, l'hormone du lien. Sans elle, le système nerveux apprend la méfiance. Chaque fibre musculaire se tend, chaque respiration devient vigilance. Le corps n'attend plus la douceur, il s'en protège. Dans les expériences du docteur Harlow, les singes orphelins choisissaient la mère de tissu sans nourriture plutôt que la mère métallique qui nourrissait. L'affection nourrissait plus que le lait. L'enfant humain, lui aussi, cherche la chaleur avant tout. Quand il ne la trouve pas, il s'éduque à l'absence. Il devient un expert du manque. Il apprend à vivre sans toucher, comme on apprend à respirer sous l'eau, lentement, douloureusement, en oubliant le ciel. La psychologie moderne parle de privation affective primaire. Mais ce que la science nomme privation, la poésie l'appellerait bannissement. Car être privé d'affection, c'est être exilé du royaume des vivants. L'enfant regarde autour de lui et comprend « le monde n'a pas de bras pour lui ». Alors il se replie, il grandit sans fondation sensorielle, comme une maison sans sol. Le vide devient plancher, le froid devient normalité. Jung aurait vu dans cette naissance sans contact la graine d'une blessure archétypale, celle de l'enfant non reconnu, celui que la vie oublie au seuil. C'est l'archétype du fils des glaces, celui qui cherche toute sa vie un feu qu'il ne croit plus exister. Il se construit sur le soupçon. Son regard observe, mesure, anticipe, mais ne se livre jamais. Le contact devient une menace, le toucher un danger. Car chaque caresse manquée devient une cicatrice invisible. Dans le bouddhisme ancien, on disait que la compassion se transmet par la main, non par les mots. Le contact est une prière du corps. Mais pour cet enfant, la prière n'a jamais été apprise. Le monde est une salle d'attente où l'amour ne vient pas. Et à force d'attendre, il se transforme, son système nerveux s'adapte. Il devient froid pour ne plus souffrir du froid. C'est le commencement du paradoxe. Pour survivre au manque, il devient ce manque. Les neuroscientifiques de l'université d'Oxford ont observé que les enfants privés de contact présentent une activité réduite dans l'insula, la zone du cerveau qui intègre les sensations corporelles à la conscience. Autrement dit, ils sentent sans savoir qu'ils sentent. Leurs émotions flottent, sans ancrage. Leurs corps deviennent des fantômes d'eux-mêmes. Ils peuvent sourire, parler, apprendre, mais le lien entre le dehors et le dedans est rompu. Leur peau devient frontière. Trop sensible pour recevoir, trop méfiante pour donner. Et quand quelqu'un tente de les toucher, tout le système s'alarme. Le cœur s'accélère, la respiration se coupe, les muscles se crispent. Le geste d'amour est interprété comme une agression. Ce n'est pas un choix, c'est un réflexe. Le corps ne sait plus faire la différence entre le soin et la menace. Les traditions spirituelles parlaient d'un corps de lumière, un espace sacré où l'âme et la chair se rencontrent. Mais chez l'enfant sans affection, ce temple reste fermé. Il grandit en dehors de lui-même. Les gestes, les mots, les sourires des autres lui semblent étrangers. Le monde est plein d'amour qu'il ne peut pas sentir. Et plus il grandit, plus ce mur devient solide. Le plus tragique, c'est qu'il finit par s'en convaincre. S'il n'a pas été touché, c'est qu'il ne le méritait pas. Le froid devient identité, la solitude, certitude. Il porte son absence comme une peau de verre, transparent mais isolé. Et ceux qui le regardent voient un enfant calme, sage, distant. Ils ne savent pas qu'ils contemplent un miracle d'adaptation, un cœur qui a choisi de battre sans jamais être réchauffé. Ainsi naît l'enfant du silence tactile. Son cri n'est pas sonore, il est sous-cutané. Il se loge dans chaque nerf, dans chaque muscle, dans cette mémoire invisible du premier froid. Et plus tard, quand il croisera une main tendue, il ne saura pas quoi en faire. Car avant d'apprendre à aimer, il faudra d'abord désapprendre la peur du contact. Sous la peau calme se cache une tempête. Le corps de l'enfant sans affection parle un langage que personne n'écoute. Il ne pleure pas, il somatise. Chaque frisson est une phrase, chaque tension une supplique. Les muscles deviennent des phrases interrompues. Le dos se courbe, les épaules se ferment, la poitrine se fige. Ce n'est pas de la timidité, c'est un cri contenu. Le corps tout entier est une prière muette, adressée à une main qui ne viendra jamais. Les neuroscientifiques de l'université de Yale ont montré que le manque de contact physique modifie les circuits du système nerveux autonome. L'absence d'étreinte augmente la production d'adrénaline et de cortisol, ces hormones du danger. Le corps vit dans une alerte permanente. Il devient un champ de bataille chimique, un organisme qui ne sait plus différencier le stress du quotidien d'une menace réelle.
Le toucher absent devient une guerre intérieure. Chez ces enfants, le sommeil est léger, les muscles tendus même au repos. Le cœur bat plus vite, le ventre se serre sans raison. Ce sont des signaux de survie, des alarmes biologiques qui ne s'éteignent jamais. Le contact humain, au lieu d'apaiser, réactive la peur. Le corps a mémorisé que la proximité blesse. C'est la tragédie du corps abandonné. Il a besoin de l'autre pour se réguler, mais l'autre est devenu la source du danger. Les psychologues parlent ici de dysrégulation somatique. Les anciens mystiques auraient parlé d'un désaccord entre l'âme et la chair, car quand le corps n'a jamais été bercé, il devient étranger à lui-même. La peau n'est plus une maison, mais une frontière. Le toucher devient intrusion, même lorsqu'il est doux. L'enfant grandit en se recroquevillant vers l'intérieur, protégé par une armure invisible faite de méfiance. La tradition bouddhiste enseigne que la compassion commence dans le souffle. Mais chez ces enfants, même le souffle se retient, le diaphragme se bloque. Respirer pleinement, c'est risquer de ressentir. Et ressentir, c'est dangereux. Alors ils respirent petit, court, juste assez pour exister sans s'effondrer. Le silence du corps devient leur façon d'être en vie sans être vivant. La recherche en traumatologie infantile parle d'un phénomène appelé hypoactivation corporelle. Le corps se coupe de ses sensations pour éviter la douleur. C'est une anesthésie émotionnelle apprise, un mécanisme de survie qui se grave dans les muscles. Les IRM montrent une activité réduite du cortex insulaire, la région qui relie les sensations à la conscience. Autrement dit, ils sentent sans savoir qu'ils sentent. Ils souffrent sans pouvoir le nommer. Et pourtant, cette souffrance cherche toujours une sortie. Elle s'exprime autrement. À travers des troubles alimentaires, des tics, des maladies auto-immunes, des douleurs chroniques, le corps devient le théâtre du cri refoulé. Ce que l'esprit ne peut pas dire, la peau le hurle. Les médecins l'appellent somatisation, mais c'est plus profond. C'est une mémoire incarnée. Chaque douleur est un souvenir sans mots. Dans la mythologie, on disait que les dieux punissaient ceux qui refusaient de ressentir en les transformant en pierre. L'enfant privé d'affection suit le même destin. Il devient statue. Sa peau, son visage, ses gestes figés semblent calmes, mais à l'intérieur, les nerfs brûlent. Il porte la froideur comme une bénédiction maudite. Personne ne voit sa peur, donc il est en sécurité. Mais cette sécurité est une prison. Les traditions africaines parlaient du langage de la peau. Un enfant non touché était considéré comme spirituellement affamé, car le corps est le premier instrument de l'amour. Sans lui, aucune parole n'est entendue. Les anciens savaient que le contact est sacré. Nous, modernes, l'avons oublié. Nous élevons des enfants en leur apprenant à penser avant de sentir, à obéir avant d'être consolé. Nous leur offrons des écrans au lieu de bras. L'enfant sans affection devient adulte avant l'heure. Il comprend qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il ne réclame plus, il endort sa faim. Il s'habitue à l'absence jusqu'à ce qu'elle lui semble naturelle, mais la faim du corps n'est jamais vraiment domptée. Elle revient la nuit, dans les rêves, sous forme de mains imaginaires, de visages flous, de caresses qui n'ont jamais existé. Et lorsque quelqu'un tente de lui offrir de la tendresse, il ne sait pas comment la recevoir. Il la repousse avec politesse, la transforme en malaise, en ironie, en distance. Ce n'est pas de la froideur, c'est une panique apprise. Le corps ne sait plus comment dire « oui ». Alors il continue à crier, mais sans bruit. Parfois à travers les tensions, parfois à travers les maladies, parfois simplement par ce regard vide qui semble dire « ne me touche pas, mais reste ». C'est le cri le plus triste du monde, celui de la peau qui attend depuis toujours. Le cerveau d'un enfant sans affection ressemble à une ville bombardée dont les lumières s'éteignent une à une. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Les chercheurs en neurodéveloppement l'ont observé. Dans les cerveaux privés de toucher, les connexions synaptiques liées à l'attachement se forment plus lentement. Parfois pas du tout. Le vide émotionnel devient une architecture neuronale. L'absence d'étreinte laisse des traces visibles sur les IRM, comme des zones d'hiver au milieu du tissu vivant. Le neuropsychologue Alan Shore parle de carence affective structurante. Quand l'amour n'arrive pas, le cerveau se construit autour du manque. L'amygdale, centre de la peur, devient hyperactive. Le cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle, se fragilise. Résultat, l'enfant grandit dans une perception constante du danger, même dans la paix. Son corps vit dans le présent, mais son cerveau reste coincé dans l'alerte. Le toucher absent est interprété comme une menace de mort lente. Les expériences du chercheur Harry Harlow sur les primates sont restées célèbres. Les bébés singes séparés de leur mère préféraient mourir blottis contre une poupée de tissu plutôt que de vivre sans chaleur. Le cerveau du nourrisson humain réagit de la même façon. Sans contact, les circuits de récompense liés à la dopamine s'éteignent. Le plaisir devient étranger. La sécurité devient théorie. Le monde n'offre plus d'apaisement, seulement du bruit. La psychologie cognitive moderne parle de privation sensorielle affective.
un état où le cerveau interprète l'absence de contact comme une absence d'existence. Je ne suis pas touché, donc je ne suis pas. Le toucher, dans les premiers mois de la vie, ne sert pas seulement à apaiser, il définit la conscience du corps. Sans lui, le soi reste abstrait, désincarné. L'enfant apprend qu'il est invisible, même pour la biologie. Dans les traditions anciennes, on disait que l'âme entre dans le corps à travers la caresse maternelle. Sans elle, l'esprit flotte, errant, incapable de s'ancrer dans la chair. C'est pourquoi certains adultes, même aimés plus tard, ressentent toujours un détachement, comme s'ils vivaient derrière une vitre. Ce n'est pas du désintérêt, c'est une amnésie corporelle. Le cerveau ne sait pas comment reconnaître la chaleur qu'il n'a jamais connue. Les neurosciences affectives confirment que l'ocytocine, hormone du lien, ne se déclenche pas seulement par l'amour, mais par le contact physique. Elle régule la peur, apaise la douleur, synchronise le rythme cardiaque et la respiration entre deux êtres. Chez ceux qui n'ont jamais reçu ce contact, le taux d'ocytocine reste chroniquement bas. Le résultat, anxiété persistante, sentiment d'isolement, hypersensibilité au rejet. L'absence de toucher devient une dépendance inversée. On désire ce qu'on ne supporte plus. Les chercheurs de l'Université de Montréal ont découvert que ces cerveaux développent une suractivité du circuit de la vigilance. L'enfant guette les gestes, anticipe le danger, lit dans les micro-expressions comme s'il déchiffrait des menaces invisibles. Il devient stratège, émotionnel, mais au prix de la tendresse. Il sait tout des autres, sauf comment être aimé. Dans la mythologie grecque, il existe un mythe oublié, celui de Limnos, l'enfant de pierre, né sans toucher. Les dieux l'avaient sculpté de leurs mains, mais personne ne l'avait embrassé. Il marchait parmi les hommes sans jamais ressentir la chaleur du soleil. C'est l'image parfaite du cerveau affamé. Il fonctionne, il pense, il respire, mais il ne sent pas la vie passer. Le philosophe Spinoza disait « Rien n'est plus utile à l'homme que l'homme ». Les neurosciences l'ont confirmé. Notre système nerveux est conçu pour se réguler à travers les autres. Le toucher humain agit comme un logiciel de calibration émotionnelle. Sans lui, l'esprit s'égare dans ses propres boucles. Le cerveau affamé cherche un signal d'apaisement, mais ne trouve que des échos. Il fabrique alors ses propres substituts. Travail excessif, dépendance, perfectionnisme. Il s'autostimule pour simuler la chaleur absente. Et plus tard, dans la vie adulte, cette faim devient confusion. Le simple contact d'une main peut déclencher des larmes ou de la panique. Le corps reconnaît ce qu'il n'a jamais reçu. Le cerveau affamé ne sait plus s'il doit se nourrir ou fuir. C'est le paradoxe biologique du survivant. La chaleur qu'il désire est celle qui le brûle. Pourtant, la science montre aussi l'espoir. Le cerveau reste plastique, capable de réapprendre la sécurité. Par le toucher thérapeutique, la méditation incarnée, ou la tendresse consciente, les circuits du lien peuvent se régénérer. Mais cela demande du temps, du courage, et la rébellion contre un programme ancien. Car pour celui qui n'a jamais été touché, se laisser toucher devient un acte de foi. Et peut-être que la foi, au fond, n'a jamais été autre chose que cela, la confiance retrouvée dans la chaleur d'une main humaine. L'amour, pour lui, n'a jamais été une promesse. C'était une menace voilée, un piège lumineux. Chaque main tendue réveillait la mémoire du froid. Le contact, au lieu d'apaiser, faisait remonter l'angoisse. Il ne savait pas comment s'abandonner, car s'abandonner, c'était perdre le contrôle. Et pour un enfant qui n'a jamais reçu d'affection, le contrôle est la seule forme de sécurité qu'il connaisse. Aimer, c'est mourir un peu. Et il a déjà trop goûté à la mort du manque. Les psychologues du développement appellent cela l'attachement désorganisé. Ce paradoxe terrible, où l'enfant recherche la proximité et la fuit en même temps, il veut être aimé, mais l'amour le terrifie. Le geste tendre déclenche une panique archaïque. Son système nerveux confond chaleur et danger, douceur et domination. Le contact devient une menace chimique. L'oxytocine, au lieu d'apaiser, se mêle à l'adrénaline. Le cœur bat plus fort, mais de peur. À l'âge adulte, cela se traduit par une danse invisible. S'approcher, puis s'éloigner. Chercher la fusion, puis saboter la relation avant qu'elle ne devienne réelle. Ce n'est pas de la froideur, mais une stratégie ancestrale, survivre à la tendresse. L'enfant sans affection grandit en architecte de ses propres murs. Il aime à travers la vitre, avec précaution, avec calcul. Son amour est pur, mais couvert d'armure. Dans la mythologie, c'est l'histoire de Psyché, qui ne peut aimer Eros qu'à condition de ne jamais le regarder. L'amour interdit la lumière. De même, l'enfant du froid ne supporte pas le regard de celui qu'il aime. Il a peur d'être vu dans sa nudité émotionnelle, car être vu, c'est être touché sans la peau. C'est le contact spirituel le plus dangereux. Et lui, il a appris à se cacher même dans l'étreinte. Les neurosciences affectives confirment cette ambivalence. Les IRM montrent une suractivation simultanée de l'amygdale, la peur, et du noyau accumbens, le plaisir, lorsqu'un sujet traumatisé reçoit un contact doux. Le cerveau lutte entre deux mondes, l'instinct de survie et le besoin d'amour. Il ne sait plus s'il doit s'enfuir ou se fondre. C'est le conflit intérieur le plus primitif, celui que la science appelle approche-évitement.
Jung aurait dit que c'est ici que naît la tragédie du cœur. Ce que nous craignons le plus est souvent ce dont nous avons le plus besoin. L'enfant du froid désire la chaleur mais s'y brûle. Il tend la main, puis se retire. Son âme avance et recule comme une marée hésitante. Chaque étreinte devient un champ de bataille entre la mémoire et le présent. Les traditions chrétiennes parlèrent de la main de Dieu comme symbole de salut. Mais pour lui, cette main reste étrangère. Il ne comprend pas la douceur, il l'interprète comme une dette. Être aimé signifie devoir rendre quelque chose, se soumettre, perdre un morceau de soi. Il n'a pas appris que l'amour n'exige pas. Alors il se défend, poliment, avec des sourires mesurés, des distances justes, une tendresse contrôlée. Dans la symbolique alchimique, la main représente la transformation. Mais chez lui, la main reste figée. La peur du toucher devient peur de la métamorphose. Car être aimé, c'est accepter de changer. Et changer, c'est risquer de ressentir. Il préfère la stabilité du vide à l'incertitude du lien. Il choisit la solitude, non par désespoir, mais par fidélité à sa blessure. Il croit qu'en refusant l'amour, il se protège. En réalité, il prolonge sa captivité. Le bouddhisme parlerait ici du karma du cœur fermé, la répétition inconsciente du même scénario jusqu'à ce que la conscience le voie. Tant qu'il ne reconnaît pas que sa peur est une mémoire et non une vérité, il rejouera le même drame. Il attirera des relations froides, distantes, inaccessibles. Il aimera ceux qui ne savent pas toucher. Ce n'est pas de la malchance, c'est la logique de l'ombre. L'âme choisit ce qui lui ressemble, mais sous la peur, il reste un espoir, minuscule mais invincible. Un souvenir corporel oublié. La possibilité de se laisser toucher sans mourir. Cette mémoire dort dans les cellules, comme une graine sous la neige. Elle attend le printemps du courage. Le jour où une main sera posée sur son épaule et qu'il ne fuira pas. Le jour où le froid se fissurera, car au fond, il ne déteste pas le contact. Il le pleure. Il pleure ce qu'il n'a jamais eu. Et dans ce pleur silencieux se trouve le commencement de la guérison. On croit que le manque d'amour se voit dans les larmes. C'est faux. Il se glisse dans les gestes les plus ordinaires, dans les silences polis, dans les sourires trop rapides. Le manque d'affection est un fantôme courtois. Il hante sans bruit. L'enfant qui n'a jamais été touché devient un maître du camouflage. Il apprend à exister sans prendre de place, à parler sans qu'on l'entende, à sourire sans que rien ne bouge à l'intérieur. Et le monde le félicite pour sa sagesse. Le premier signe, c'est la rigidité du corps. L'enfant reste droit même dans le jeu. Ses épaules ne connaissent pas la détente, ses bras hésitent à s'ouvrir. Les neurosciences parlent d'une hypertonie réflexe. Le système nerveux prépare en permanence la défense contre un contact imprévu. Ce n'est pas de la réserve, c'est une anticipation de blessure. Il a appris que toute proximité peut devenir douleur. Le corps, vigilant, garde le souvenir du froid. Le deuxième signe, c'est le sourire de surface. Il éclaire le visage mais ne réchauffe rien. Les muscles du visage s'activent mécaniquement. Le cerveau, lui, reste silencieux. Ce sourire est une porte verrouillée. Il dit « Tout va bien, ne t'approche pas ». Les études parlant de l'université de Cambridge sur les micro-expressions ont montré que ces enfants ont un temps de réaction faciale plus lent aux émotions positives. Leur joie doit être traduite avant d'être vécue. Le bonheur demande un effort. Le troisième signe, plus subtil encore, c'est la perfection émotionnelle. Ces enfants, puis adultes, contrôlent chaque mot, chaque intonation. Ils ne laissent rien dépasser. L'amour absent leur a appris que l'erreur coûte cher. Alors ils deviennent impeccables, irréprochables, inaccessibles. Jung appelait cela la persona cristallisée. Un masque si parfait qu'il finit par étouffer le visage derrière lui. Dans les relations, ces signes se multiplient. L'enfant du froid ne supporte pas les gestes spontanés. Une main posée sur l'épaule, un regard trop insistant, une proximité non annoncée. Le corps se fige, le cœur s'emballe, la respiration se coupe. Ce n'est pas de la froideur, c'est une mémoire qui s'allume. Le système limbique réveille l'ancien danger. On va me toucher, on va m'envahir. L'amour devient intrusion. Les traditions anciennes reconnaissaient déjà ce langage du corps blessé. Les Égyptiens disaient qu'une âme pouvait se retirer d'un corps trop froid. Les moines taoïstes enseignaient que la peau garde la trace de chaque absence. Et les guérisseurs africains, lorsqu'ils touchaient un enfant sans affection, sentaient une vibration incomplète, une chaleur manquante entre leurs mains. Le vide se sentait, littéralement. Un autre signe, le refus du confort. Ces êtres ne supportent pas les câlins, les compliments, parfois même le repos. Ils préfèrent l'attention car elle est familière. Le calme leur paraît suspect, presque dangereux. Les études en neurochimie du trauma montrent qu'un organisme habitué au stress sécrète moins de dopamine en situation de paix. Il s'ennuie, il panique dans le silence. Alors il recrée inconsciemment le chaos qui lui ressemble. Et puis, il y a les yeux vides. Ce n'est pas une absence d'intelligence, c'est une absence de reflet. Ces regards n'accrochent pas, ils glissent, comme s'ils craignaient de voir dans l'autre la preuve de leur solitude.
Ce sont des miroirs sans images. Le contact visuel devient un vertige. Il rappelle le lien perdu. La psychologie du traumatisme parle ici de déconnexion oculaire, une stratégie de protection inconsciente pour éviter la surcharge émotionnelle. Le manque d'affection se trahit aussi dans la manière d'aimer. Trop ou pas assez, l'enfant du froid devient adulte de glace ou flamme. Il s'attache violemment ou pas du tout. Il teste sans le savoir. Me laisseras-tu tomber si je m'approche ? L'amour devient un laboratoire de répétition, et tant qu'il ne reconnaît pas le mécanisme, il rejouera la même scène, l'attente sans étreinte. Les signes les plus terrifiants sont parfois invisibles, même pour lui. Ce sont les gestes manquants. Il ne serre pas, il ne caresse pas, il ne s'abandonne pas. Sa main reste suspendue, comme si un ordre secret la retenait. C'est cela, le toucher interdit, une mémoire musculaire du refus. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. La société, elle, encourage ces symptômes. Elle valorise l'indépendance, la distance, la maîtrise. Elle confond détachement et force. L'enfant, sans affection, devient adulte admiré, productif, calme, stoïque. Personne ne voit que son absence d'attachement n'est pas sagesse, mais cicatrice. Il s'est construit sur le gel. Pourtant, à certains moments, le masque se fissure. Un frisson devant un geste tendre, une émotion disproportionnée face à une étreinte. Le corps se souvient avant l'esprit. Ces larmes soudaines ne sont pas faiblesse, mais réminiscence. Ce sont les pleurs de la peau qui se réveillent. Et si l'on tend la main avec patience, sans insister, parfois une étincelle passe. Le contact, bref mais réel, recrée pour une seconde la mémoire oubliée de la chaleur. Ce moment, minuscule, est une révolution silencieuse. La peau se souvient qu'elle était vivante. Le retour à la chaleur ne commence pas par une étreinte, mais par un frémissement. L'enfant devenu adulte, pétrifié depuis des années, sent un jour quelque chose de nouveau. Un battement de cœur différent, un souffle qui s'élargit, une peur qui recule. Ce n'est pas un miracle soudain, c'est une lente initiation, car réapprendre le contact, c'est défier les dieux de son propre passé. C'est approcher le feu en sachant qu'on s'y est déjà brûlé. La psychologie du trauma parle de réintégration sensorielle graduelle. Il ne s'agit pas d'imposer le toucher, mais de le réapprivoiser. La peau, organe de mémoire, doit être invitée avec douceur. On commence par soi, poser une main sur sa poitrine, respirer, sentir le poids du geste. C'est un rite secret, presque sacré. Le cerveau, longtemps conditionné à l'alerte, doit apprendre que la chaleur n'est plus un danger. L'amygdale s'apaise, le rythme cardiaque ralentit, l'ocytocine revient timidement, comme une vieille amie qu'on croyait morte. Les traditions spirituelles appellent cela l'union intérieure. Le bouddhisme parle de compassion envers soi, le christianisme de réconciliation avec la chair, car la véritable guérison ne passe pas par les mots, mais par la réhabilitation du corps. Tant qu'on n'a pas ressenti la sécurité dans la peau, la paix reste conceptuelle. Le rituel du contact retrouvé commence donc dans le silence, au moment où l'on ose enfin se toucher sans crainte. Puis vient le toucher partagé, un geste, un regard, une main tendue. Rien d'extraordinaire, mais d'une puissance cosmique pour celui qui a vécu dans l'absence. Les neuroscientifiques de l'université de Göteborg ont montré que 10 secondes d'étreinte sincère réduisent la pression artérielle, stabilisent le cortisol et activent les circuits de confiance. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est biologique. Le corps se souvient qu'il peut être un lieu sûr. Pourtant, chaque caresse déclenche d'abord une lutte intérieure. Le cerveau blessé hésite. Et si c'était un piège, le réflexe de fuite ressurgit. La respiration se bloque, puis quelque chose cède. Ce moment est le plus fragile. C'est la frontière entre l'ancien monde et le nouveau. Si la main reste, si elle ne force pas, si elle ne pèse pas, alors le miracle se produit. Le corps consent. L'amour entre à nouveau par la peau. Les anciens initiés appelaient cela la reconstitution du feu vital. Dans les temples égyptiens, on touchait les statues des dieux pour réveiller leur souffle. Ici, c'est l'inverse. C'est l'humain qui se redécouvre divin à travers la chair. Car sentir, c'est croire à nouveau en la vie. Le toucher devient sacrement, transmission d'âme à âme. Celui qui n'a jamais reçu d'affection devient capable d'en donner, parce qu'il a compris le prix de l'absence. Jung aurait dit qu'il a traversé l'ombre. Le froid n'a pas disparu, mais il ne domine plus. Il reste comme un souvenir, une sagesse. Car celui qui a connu le manque sait reconnaître la tendresse véritable. Il ne confond plus douceur et domination, chaleur et feu. Il touche avec conscience. Il aime lentement, comme on manipule un objet sacré. Le rituel du contact retrouvé est aussi collectif. Nos sociétés, engourdies par la peur, doivent réapprendre à se toucher. Non pas dans la frénésie, mais dans la présence. Le contact physique est devenu tabou, suspect, presque dangereux. Pourtant, sans lui, l'humanité s'assèche. Les neurosciences sociales confirment. La solitude prolongée active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique.
Nous souffrons de ne plus nous toucher. Nous mourrons d'une faim que nous ne nommons pas. C'est pourquoi guérir un seul corps, c'est guérir un fragment du monde. Chaque main qui ose caresser sans crainte restaure un lien invisible entre les êtres. Chaque geste doux devient acte de résistance contre la froideur collective. La chaleur se propage comme une onde. Elle ne guérit pas seulement celui qui la reçoit, mais aussi celui qui la donne. Et quand enfin, après des années, celui qui fut intouchable se laisse enlacer, vraiment, le temps s'arrête. Le cœur bat dans le bon rythme, la peau reconnaît la lumière, le souffle s'unit à un autre. Ce n'est plus un miracle, c'est un retour. Les mystiques diraient qu'à cet instant, Dieu passe entre deux corps humains. Les scientifiques parleraient de synchronisation neuronale, mais peu importe le vocabulaire, c'est la même vérité. L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une mémoire cellulaire réactivée, et quand le froid s'efface enfin, il laisse derrière lui une phrase muette, gravée dans la peau. J'ai survécu au vide, et maintenant, je sens.